Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Kaveh Afrasiabi, politologue irano-américain, expert des politiques étrangères et nucléaires de l'Iran et également auteur de 35 livres publiés par des éditeurs prestigieux. En outre, il convient de mentionner qu'il a été conseiller auprès du programme nucléaire iranien, ce qui rend son parcours particulièrement impressionnant. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais donc aborder certains de vos livres, car les sujets traités au fil des années sont particulièrement pertinents aujourd'hui. Mais je pense qu'un bon point de départ serait d'obtenir un aperçu de la politique étrangère de l'Iran. Lorsque j'enseignais la stratégie de sécurité, je soulignais toujours à mes étudiants l'importance de se mettre à la place de l'autre camp. C'est quelque chose que nous ne faisons plus beaucoup aujourd'hui. Nous nous demandons toujours ce que nous attendons de nos adversaires, mais nous ne nous interrogeons jamais sur ce dont ils pourraient avoir besoin pour leur propre sécurité. Si l'on veut réduire la compétition sécuritaire, c'est une question importante que nous négligeons souvent. Donc, si l'on examine la stratégie de sécurité de l'Iran, qu'est-ce qui est essentiel pour l'Iran? Peut-être pas tant contre Israël, mais au moins contre les États-Unis. C'est un pays souvent plus faible sur le plan militaire et économique. Pour un pays comme l'Iran, qui subit d'énormes pressions et menaces de la part des États-Unis, à quoi cela correspond-il en termes de stratégie de sécurité iranienne? Eh bien, c'est une question très vaste. J'ai écrit, je ne sais pas, 8 ou 9 livres sur la politique étrangère et nucléaire de l'Iran, en commençant par Après Khomeini, Nouvelles orientations de la politique étrangère de l'Iran, qui a été publié il y a exactement 30 ans. Et dans ce livre, j'ai exploré ce que j'appelle la double orientation de l'Iran, en m'appuyant en partie sur les analyses de Michel Foucault, qui a visité l'Iran, etc. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce sur Foucault en français, que j'espère votre public pourra lire, car dans cette pièce, j'ai revisité les principales controverses sur l'Iran et les questions clés qui entourent ce pays. Ainsi, l'un des termes clés que j'ai emprunté à Foucault est le terme caméralisme, qui désigne l'ensemble des institutions et des normes sur lesquelles l'État s'appuie et qu'il utilise pour se reproduire. Ici, en ce qui concerne la révolution historique de 1969, qui a renversé l'État client des États-Unis, le régime du Shah, on observe une double orientation dans le système post-révolutionnaire. Un enchevêtrement de la raison d'État et de la raison de la révolution. Les deux se déroulent en parallèle, interagissent l'une avec l'autre, mais entrent aussi en collision, ce qui conduit à des moments de tension entre l'idéologie religieuse et les intérêts nationaux de l'Iran. Mais dans l'ensemble, ils ont été, je ne dirais pas complètement harmonieux, mais en accord les uns avec les autres. Mais si l'on regarde par exemple le conflit entre Israël et l'Iran aujourd'hui, deux pays séparés par plus de 1000 kilomètres et n'ayant pas de frontières communes, bien sûr, en l'examinant sous le prisme de l'intérêt national, il faudrait nécessairement se poser la question, quels sont les intérêts nationaux de l'Iran en jeu dans ce conflit? J'ai toujours posé cette question à divers responsables politiques iraniens. En quoi Israël menace-t-il les intérêts nationaux de l'Iran? Et je n'ai jamais vraiment entendu de réponse satisfaisante, car la plupart du temps, ils se contentent de dire que c'est une ligne rouge. Et vous savez, la solidarité avec les Palestiniens, et ainsi de suite. Mais tout cela repose sur la raison de la révolution, non sur l'intérêt national, et sur la doctrine idéologique religieuse de l'État. En conséquence, il existe un déficit fondamental de motivation concernant le conflit ou l'hostilité de l'Iran envers Israël,
car du point de vue de l'intérêt national, je ne vois tout simplement pas beaucoup de justification à cela. Mais j'en vois une du point de vue idéologique religieux. Maintenant, sur la question plus large de l'hostilité entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, vous savez, c'est aussi lié à cela, car l'Iran a émergé essentiellement comme une révolution du tiers-monde et a maintenu son autonomie vis-à-vis des puissances étrangères. Il a tenté d'être un acteur autonome dans la région et au-delà, en résistant à l'hégémonie américaine dans la région, et ainsi de suite. Dans ce processus, bien sûr, il est entré en collision avec les États-Unis et leur ensemble d'intérêts de sécurité nationale dans la région au sens large. Voilà donc la racine fondamentale du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Vous avez une superpuissance occidentale, intrusive et interventionniste, qui a été privée de sa pièce maîtresse, son État client iranien, à cause de la révolution historique. Et un État du monde se faut peu, et que ses d'aspiration remontent à son énorme monstre, etc. Legacy as an empire and so on. Ainsi, en raison de ces intérêts divergents, nous avons assisté à quelques 46 années de tensions et de conflits entre ces puissances, qui ont maintenant abouti à cette attaque et invasion non provoquée de l'Iran, car il s'agissait également d'une incursion terrestre en Iran. Israël a envoyé de nombreuses unités de commando en Iran et a tué de nombreux hauts gradés militaires, scientifiques et même des hommes politiques. En complicité avec les États-Unis, il y a quelques jours à peine, les Israéliens ont remercié la CIA pour son rôle clé dans cette opération. Il y a donc beaucoup de choses que nous ignorons sur ce conflit, mais nous pouvons tenir pour acquis qu'il y a eu une grande synergie opérationnelle et une coopération importante entre les États-Unis et Israël. And cooperation between the US and Israel. J'étais à Téhéran le mois dernier et il m'est apparu que beaucoup d'idéologies politiques sont construites autour de l'idée de résistance. Résister aux incursions ou violations d'Israël contre les Palestiniens, les Libanais, le Yémen et d'autres partenaires de la région. Mais étant donné cette forte focalisation, je me suis demandé ce qu'il se passerait si tout cela prenait fin demain, car une grande partie de la pensée politique s'organise autour de ce thème. Je me suis interrogé, si cela n'est pas véritablement lié à des intérêts clairs et plus larges, existe-t-il une certaine dépendance à l'égard de la résistance au rôle d'Israël dans la région? Mais en même temps, il semble y avoir une idée dominante aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, selon laquelle s'ils parviennent à provoquer un changement de régime en Iran, ou à défaut, à l'affaiblir, voire à renverser le gouvernement, l'alternative serait naturellement une solution pro-américaine et pro-israélienne. On l'a vu récemment avec la guerre, les attaques contre l'Iran, où l'on partait du principe qu'on bombarderait un peu, que le gouvernement vacillerait et que tout le peuple sortirait pour le renverser. Cela semblait très mal avisé. Oui, tout à fait. Je ne pouvais pas. Eh bien, quand j'étais là-bas, je n'ai entendu personne penser qu'Israël et l'Amérique les bombarderaient et que cela représenterait une libération de leur propre gouvernement. Cela paraissait vraiment étrange. Mais toute la guerre, pourtant, il y a une raison à cela. There's a reason for that, excuse me to interject, but the reason is... Excusez-moi d'intervenir, mais la raison en est qu'il y a cette diabolisation constante et sans fin de l'Iran, ce qui fait qu'il n'y a aucune évaluation ou analyse objective de ce qui se passe en Iran. Ainsi, l'autre camp tombe dans cette image très binaire et manichéenne de l'Iran, comme s'il existait un fossé immense entre le gouvernement et la population. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous êtes allé en Iran, et vous savez très bien que le gouvernement dispose d'une base populaire grâce à ses politiques populistes. La moitié de son budget est consacrée aux dépenses sociales, subventions pour la nourriture, le carburant, le logement, etc.
Et il existe tout un ensemble d'institutions para-étatiques, les bonyads, qui soutiennent de nombreuses personnes, principalement issues des classes populaires, et qui sont loyales envers le système. Et ces personnes sont descendues dans la rue, vous savez, après les bombardements israéliens, et se sont rassemblées autour du drapeau, tout comme d'autres secteurs de la population qui ont été offensés par l'invasion du pays, ce qui a blessé leur sentiment de nationalisme et de patriotisme. Le résultat net de cette vision déformée de l'Iran alimente toujours ce fantasme de changement de régime en Iran, décennie après décennie, sans autre résultat qu'un fiasco après l'autre. Parce qu'Israël n'a évidemment pas réussi à atteindre cet objectif, le président Trump s'est retiré du slogan du changement de régime. Je ne suis pas certain que Trump ait jamais été aussi pleinement engagé dans ce concept que Netanyahou. Mais heureusement, il n'a pas été entraîné par Netanyahou dans une guerre totale contre l'Iran. Et il a reculé après cette première erreur d'avoir frappé les installations nucléaires iraniennes. Cela dit, je pense qu'il y a un certain excès d'engagement de la part du gouvernement iranien sur ces questions extraterritoriales, en particulier envers la cause palestinienne, davantage que tous les 22 autres États arabes et tout autre État de la région. En conséquence, un sentiment croissant de ressentiment se développe parmi de nombreux Iraniens, qui estiment que les intérêts nationaux de l'Iran sont sacrifiés au profit de cet engagement excessif envers d'autres causes. Mon intuition est qu'une fois la poussière retombée et que les gens commenceront à se poser des questions importantes, comme pourquoi combattons-nous Israël, etc., il pourrait y avoir un mouvement en Iran visant à dissocier le pays de ce type de comportement en dehors de ses frontières, ce qui entraîne un engagement très coûteux envers des causes autres que les intérêts nationaux fondamentaux de l'Iran. Comme je l'ai déjà dit, c'est aussi l'une des réflexions que j'ai eues à ce sujet. Encore une fois, il ne s'agit pas de suggérer que défendre la cause palestinienne n'est pas une cause digne, mais comme vous l'avez mentionné, la surimplication entraîne la négligence d'autres intérêts nationaux stratégiques, surtout lorsqu'il s'agit d'une confrontation avec une superpuissance comme les États-Unis. Il est intéressant de constater que cela crée des ennemis. Mais, à ce propos, ce qui est intéressant, ce sont les politiques que les États-Unis ont adoptées envers l'Iran, qui visaient principalement à contenir l'Iran. Cela a évolué vers une confrontation plus directe sous Trump. Et j'ai trouvé fascinant que cela corresponde presque mot pour mot au titre de l'un de vos livres, à savoir Trump et l'Iran, de la containment à la confrontation. Comment expliquez-vous les grands changements de politique des États-Unis dans leur approche envers l'Iran entre l'administration Obama et la première administration Trump? Quels ont été les principaux changements pour les États-Unis et pourquoi? Eh bien, il y a une confluence de facteurs qui entrent en jeu pour répondre à votre question. Bien sûr, l'orientation politique et, vous savez, la division factionnelle entre démocrates et républicains. Obama n'avait pas vraiment, vous savez, une perspective stratégique sur l'Iran. Il avait une vision ad hoc, consistant à conclure un accord nucléaire sans l'étendre à une normalisation des relations avec l'Iran. Et cela était également naïf, car la question nucléaire est organiquement liée à toute une série d'autres questions, telles que la sécurité nationale de l'Iran, etc. Donc, compartimenter et traiter ces questions comme des sujets distincts, sans une approche plus globale, est contre-productif, comme l'a prouvé la pratique. Et lorsque Trump a pris le pouvoir, il était sous l'influence de nombreux faucons néoconservateurs qui réclamaient une confrontation avec l'Iran. Et Trump, en raison de la nature de ses donateurs juifs, et ainsi de suite, leur était redevable. Cela explique donc, dans une certaine mesure,
le changement et la discontinuité vers une approche plus conflictuelle, qui dès le départ portait en germe l'idée d'un changement de régime et d'une confrontation militaire intégrée dans la campagne de pression maximale. Mais bien sûr, cela a été freiné pour diverses raisons. Avant d'éclater au grand jour, il y a seulement quelques jours. Mais la raison pour laquelle cela n'a pas abouti à une guerre totale réside dans la capacité de dissuasion de l'Iran, sa capacité à infliger de graves dommages à ses adversaires, ainsi que dans l'orientation propre de Trump, son aversion pour la guerre, la pression de sa base électorale, et ainsi de suite. Il faut également ajouter à cela sa priorité concernant la Chine, les enjeux dans le Pacifique Sud, etc., qui auraient pu être négligés si les États-Unis s'étaient retrouvés empêtrés dans un bourbier militaire avec l'Iran. Il existe donc certaines limites structurelles, et cette guerre a mis en lumière les limites de la capacité d'Israël à s'appuyer sur une approche de la force face à une superpuissance. Nous voyons apparaître des signes de fissures et de désaccords ouverts entre la Maison-Blanche et Tel Aviv, qui reflètent une certaine disharmonie, un manque d'adéquation entre leurs intérêts nationaux respectifs. Mais il faut aussi rappeler que c'est sous l'administration Obama qu'a été signé le plan d'action global commun, ou JCPOA, également appelé l'accord sur le nucléaire. Pourquoi Trump s'en est-il retiré? Car aujourd'hui, il semble que Trump cherche presque à conclure un accord avec l'Iran, qui nécessiterait un JCPOA plus quelque chose, un meilleur accord, étant donné que c'est précisément pour cette raison qu'il l'a déchiré au départ. Mais bien sûr, beaucoup de gens, moi y compris, sont très sceptiques quant à la possibilité d'obtenir un accord plus favorable. Mais pourquoi, alors que la question nucléaire est très présente, du moins dans les raisons officielles pour lesquelles les États-Unis ont un problème avec l'Iran? On peut soutenir qu'il s'agit davantage d'un prétexte pour un objectif plus large d'affaiblissement de l'Iran. Mais dans tous les cas, la diplomatie a tendance à se concentrer sur la question nucléaire. Pourquoi est-on passé de cet extrême, d'Obama prêt à signer un accord avec les Iraniens, à Trump qui s'en retire unilatéralement et pousse même les Européens à faire de même? Oui, eh bien, n'oublions pas que même après la signature du JCPOA, l'administration Obama a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran concernant des questions de terrorisme, de droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc les relations entre l'administration Obama et l'Iran n'étaient pas toutes roses. Trump a fait de son opposition au JCPOA un enjeu clé de sa campagne, et en conséquence, il a réussi à mobiliser le vote juif. Il y avait, comme vous vous en souvenez, une très forte opposition à cet accord de la part du Premier ministre Netanyahou. Il n'y avait pas de consensus au sein de son gouvernement sur cette question, je dois le préciser. Son ancien conseiller à la sécurité nationale était en fait favorable au JCPOA. Néanmoins, Netanyahou en a fait une priorité et a essayé de convaincre les États-Unis que c'était un mauvais accord. Il a mis en avant les clauses de caducité et tout le reste, et a essentiellement réussi à convaincre Trump que c'était un mauvais accord, pas dans l'intérêt des États-Unis, etc. Je voudrais donc vraiment souligner l'importance du lien entre Trump et ses donateurs juifs, le lobby israélien, et ainsi de suite dans cette affaire. Et, vous savez, Trump avait aussi John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale, qui était très belliciste, opposé à l'accord et partisan d'un changement de régime. En fait, j'étais sur le même plateau que lui, chez Piers Morgan, l'autre jour. Lorsque Piers Morgan a mené contre moi une campagne de diffamation très inhumaine et virulente. Juste entre parenthèses, vous savez, la situation dans la guerre aujourd'hui est tellement complexe que l'analyste ou l'observateur se retrouve impliqué dans le conflit en marge. Ainsi, les lignes de front ne sont pas seulement tracées dans la région, mais aussi au-delà,
dans les talk shows et dans les pages d'opinion des journaux, etc. Et vous savez, il y a beaucoup de tensions que je ressens personnellement du fait de mon opposition à cette guerre illégale et de mes efforts pour défendre au mieux les intérêts nationaux de l'Iran. Eh bien, ce qui est intéressant cependant, c'est que nous n'avons plus vraiment tendance en Occident à définir le monde en termes d'intérêts concurrents. Je pense que les stratégies en découlent, mais comme vous l'avez mentionné dans les médias et les émissions de débat, chaque fois que nous parlons de conflits avec d'autres acteurs, nous ne présentons pas le monde comme un affrontement d'intérêts, mais comme un affrontement de valeurs. Et c'est toujours les bonnes valeurs contre les mauvaises, un conflit entre les gentils et les méchants. Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'Iran et de son conflit avec Israël ou les États-Unis, c'est toujours présenté comme la démocratie libérale face à cette théocratie qui est extrêmement autoritaire et irrationnelle. Et j'imagine que le point clé mis en avant est toujours la discrimination, voire l'asservissement des femmes. Je ne dis pas que je ne serais pas favorable à certaines réformes pour les femmes. Mais lorsque j'étais à Téhéran, j'avais presque été conditionné à m'attendre à une situation semblable à celle des talibans, avec des femmes réduites en esclavage. Mais quand on se promène le soir dans les marchés de Téhéran, on voit des femmes en jeans et en t-shirt sans voile. La majorité porte le voile. Mais l'image qu'on se faisait de l'Iran par rapport à la réalité était très exagérée quant à l'ampleur des restrictions imposées par les autorités religieuses dans l'espace public. D'après ce que j'ai compris, cela s'est un peu assoupli ces dernières années. Mais quoi qu'il en soit, mon propos était que c'est pour cela qu'il est difficile de faire la paix avec n'importe quel adversaire, que ce soit la Chine, la Russie ou l'Iran. Ce n'est pas que nous ne puissions pas harmoniser nos intérêts et faire des compromis. On présente toujours nos valeurs comme étant diamétralement opposées, donc tout compromis est presque perçu comme de l'apaisement. Autrement dit, on ne peut pas négocier ou trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui a de mauvaises valeurs. C'est toujours cet argument qui revient. Mais j'ai toujours pensé que la force de Trump, c'était qu'il abordait tout cela sans vraiment de valeur. Il est très pragmatique, il ne regarde que les intérêts. Donc je pensais qu'il aurait plus de flexibilité dans son approche vis-à-vis des pays, y compris l'Iran. Encore une fois, il a été le seul dirigeant étranger, le seul président des États-Unis, qui a par exemple pu aller visiter la Corée du Nord, parce que, vous savez, toute l'idée selon laquelle on ne peut pas parler à ses adversaires, il l'a tout simplement rejetée. Mais malgré tout, il a fini par adopter la posture la plus agressive envers les Iraniens. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la tactique de pression maximale, ou est-ce que c'est juste, oui, je suppose, à cause des donateurs? Eh bien, je considère Trump comme un phénomène contradictoire, vous savez, avec son approche transactionnelle de la politique et de la diplomatie, qui aboutit à un comportement incohérent. On le voit passer d'une attitude très conflictuelle, belliciste, lâchant des bombes sur des sites protégés au niveau international, ce qui aurait pu entraîner des fuites radioactives et de graves risques pour la population et l'environnement. Pour quelqu'un qui prétend aimer le peuple iranien, vous voyez. Puis il y a ces revirements soudains, faisant pression sur Israël, et maintenant, il parle de lever toutes les sanctions contre l'Iran pour l'aider à se reconstruire, etc., etc. Mais je pense vraiment que la population moyenne et le gouvernement agissent toujours de concert à cause de ce que le professeur Chomsky a appelé la fabrication du consentement. Et nous avons constaté cela dans le comportement des médias traditionnels, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe occidentale. La façon dont ils ont agi de concert pour justifier l'attaque d'Israël contre l'Iran au nom de la légitime défense.
ce qui était vraiment une chose terrible à faire, car cette année, c'est l'agresseur qui a violé la Charte des Nations Unies et tous ces protocoles internationaux concernant l'inviolabilité des sites nucléaires, et ainsi de suite. Pourtant, cette vieille rhétorique de la légitime défense est réapparue dans la déclaration du G7, et le président Macron s'est ridiculisé en blâmant la victime plutôt que l'agresseur. Et nous voyons le résultat net de cela. L'Iran expulse là et n'écoute plus les gouvernements européens, du moins pour un certain temps. Mais mon autre point est que bien sûr, nous devons opérer à un niveau conceptuel plus élevé en tant qu'intellectuels et universitaires. Nous devons affiner nos outils conceptuels avec la bonne méthodologie afin d'atteindre une compréhension plus profonde de ce qui se passe sous nos yeux. Et en ce sens, à mon avis, nous devons adopter différentes perspectives. La perspective géopolitique, géoéconomique, ainsi que vous savez l'intérêt national strict, ou encore l'idéologie, les valeurs et les doctrines. Parce que, si l'on replace cela dans le contexte des perspectives géostratégiques et des intérêts en jeu, bien sûr, l'Iran fait partie du Sud global, est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, de l'Union économique eurasiatique, et il existe un accord de libre-échange entre cette union et l'Iran. Et vous savez, c'est aussi un carrefour de transport pour la Chine, qui a lancé sa ligne ferroviaire de la Chine vers l'Iran bien avant le début de cette guerre. Et l'une des premières choses qu'Israël a bombardées, c'est cette voie ferrée, justement pour torpiller ce qui se passe en termes d'ambition chinoise dans la région. Vous ne pouvez donc pas dissocier ces dimensions du conflit, qui sont également très pertinentes, selon moi, pour les calculs géopolitiques de l'Iran, concernant la question de savoir s'ils doivent ou non entrer en guerre. Parce que, supposons qu'ils aient réussi, et qu'ils aient réussi à créer un vide de pouvoir de type libyen sur le flanc sud de la Russie, à un moment où la Russie combat en Ukraine et dépend de l'Iran en tant que partenaire stratégique. Cela aurait été un énorme revers géopolitique pour la Russie. C'est pourquoi je pense que la Russie s'est lentement mais sûrement orientée vers une aide à l'Iran et la mise en œuvre des termes de son accord de partenariat stratégique qui a été signé en janvier dernier. Et le jour où le ministre iranien des Affaires étrangères a visité Moscou et rencontré le président Poutine, nous avons vu son adjoint, Mikhail Bogdanov, faire cette déclaration très alarmante concernant d'autres pays fournissant à l'Iran des ogives nucléaires. Et plusieurs heures plus tard, non par hasard, le président Trump a demandé la paix. Ainsi, le postulat d'Israël et des États-Unis était qu'à travers des tactiques et des manœuvres remarquables, ils pourraient mettre de côté la Russie et la Chine, partenaires stratégiques de l'Iran dans ce conflit, et voir l'Iran être pulvérisé, tandis qu'il resterait de simples spectateurs neutres. Ce n'était qu'un fantasme. La Chine a immédiatement établi un corridor aérien avec Téhéran. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais plusieurs avions cargo remplis d'armes ont été envoyés à Téhéran. Et le président Poutine adoptait un ton de plus en plus belliqueux et alarmiste à ce sujet, car après avoir perdu la Syrie il y a plusieurs mois, il était intolérable du point de vue des intérêts de sécurité nationale de la Russie de voir l'Iran renversé et remplacé par un État client pro-américain. À mon avis, il s'agissait d'un exercice futile dès le départ, car ce postulat, cette présomption qu'il pourrait amener la Chine et la Russie à n'être que des observateurs neutres, au lieu de parties prenantes dans ce conflit, était douteux dès le début et n'avait aucune chance de réussir. Oui, je vois d'autres parallèles entre la Russie et l'Iran dans ce sens, car en Europe, depuis la fin de la guerre froide, il y a eu une volonté
de créer à nouveau une Europe sans les Russes. Donc, essentiellement, une Europe où le plus grand pays du continent n'a pas de place à la table, alors même que nous voulions que les Russes continuent de suivre les décisions prises par des institutions dont ils ne font pas partie. En d'autres termes, une Europe centrée sur l'OTAN et l'UPOPLA, à laquelle la Russie devrait se conformer, même si, encore une fois, elle n'a aucune voix. Mais il semblait que de nombreuses politiques, y compris en Ukraine, avaient un objectif, un peu comme la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, celui de pousser la Russie vers l'Asie afin de lui donner moins d'influence et un rôle moindre en Europe, tout en s'attendant néanmoins à ce qu'elle continue de se tourner vers l'Occident pour le leadership et comme seul partenaire fiable. Vous avez mentionné les BRICS et l'OCS. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela forme un nouveau type de système international de coopération, qui n'est pas organisé autour du système traditionnel centré sur l'Occident des siècles passés. Ainsi, à partir de 2014 et surtout depuis 2020, l'incapacité à mettre la Russie hors jeu. L'idée était que cela affaiblirait beaucoup plus les Chinois sans leur allié. Mais au contraire, cela n'a fait que renforcer et consolider ce partenariat. Je me demandais si vous voyez la même chose se produire avec l'Iran. Car d'après les personnes que j'entends à Moscou, elles sont également convaincues que l'un des objectifs des États-Unis, au moins, est que s'ils parviennent à neutraliser l'Iran, à créer suffisamment de chaos, cela déstabiliserait l'ensemble du format d'intégration eurasien, c'est-à-dire le partenariat avec la Chine et la Russie, et perturberait ainsi ce nœud central clé dans ce grand partenariat eurasien. Mais au contraire, comme vous l'avez dit, nous voyons désormais les Russes et les Chinois se rapprocher encore davantage de l'Iran pour empêcher les États-Unis de le saboter. Pensez-vous ou attendez-vous que la position de l'Iran au sein des BRICS et de l'OCS et dans tout ce partenariat avec Moscou et Pékin ressorte renforcée à la suite de cette guerre? Absolument. Et je pense vraiment que de la même manière, c'était une erreur stratégique de la part de Netanyahou d'essayer de confondre ses objectifs nucléaires limités avec le but plus ambitieux d'un changement de régime, car cela a effrayé Pékin et Moscou. Ensuite, ils ont vu les tactiques géopolitiques évoluer et ils sont passés à l'action. Donc, supposons un instant, hypothétiquement, que Netanyahou n'ait pas fait cela et ait eu un objectif de guerre plus limité, il aurait été plus efficace. La raison pour laquelle il n'a pas réussi est que cela a été en fait un échec pour lui, malgré tous les dégâts qu'il a infligés à l'Iran, c'est qu'il n'a vraiment atteint aucun de ses objectifs. Non seulement parce que l'Iran a riposté héroïquement et que Netanyahou a sous-estimé la capacité de contre-attaque de l'Iran et a été surpris. L'indice se trouve dans le Times of Israel d'hier, qui rapportait qu'environ 40 000 foyers et entreprises ont été endommagés à la suite de cette guerre, un chiffre bien plus élevé que ce qui avait été annoncé auparavant. L'Iran a donc réussi à infliger de nombreux dégâts à Israël, ce qui a été déterminant, Netanyahou implorant en quelque sorte Trump de demander la paix, un cessez-le-feu. L'Iran et Israël ont en quelque sorte établi un certain équilibre des forces, les missiles causant des dégâts similaires à ceux infligés par les avions israéliens à l'Iran. Et cet équilibre, à son tour, constitue une incitation ou un catalyseur pour le cessez-le-feu. Car si un camp avait eu un avantage disproportionné, comme Israël le pensait au début de la guerre, j'imagine que ce cessez-le-feu aurait été bien plus fragile. Mais il est maintenu grâce au rôle unique de stabilité hégémonique du président Trump. Et je pense que cela va perdurer. Je ne sais pas si cela aboutira à une paix durable. Il y aura probablement d'autres guerres de l'ombre entre l'Iran et Israël, peut-être des conflits de faible intensité. Mais je ne les vois pas revenir à une guerre totale,
car les deux camps sont fondamentalement épuisés. Donc, à mon avis, il n'y a ni vainqueur ni gagnant net dans ce conflit. There's no net winner or victor in this conflict. It was, in some sense, a draw, and both sides. C'était, en un sens, un match nul. Et pour les deux camps, c'était un jeu perdant-perdant, si vous voulez mon avis. D'une certaine manière, l'Iran, bien sûr, a de quoi se réjouir, car il a résisté à l'assaut, a riposté héroïquement et a déjoué les objectifs sinistres de changement de régime et de démantèlement du programme nucléaire iranien. Rien de tout cela ne s'est produit. Mais aller au-delà et se déclarer vainqueur, compte tenu de tous les dégâts que l'on constate à travers le pays et qui mettront longtemps à être réparés, est discutable. L'Iran fait face à de graves problèmes économiques et à une population déjà très mécontente avant la guerre, avec la montée des grèves ouvrières, etc. Donc, ces questions en suspens finiront par hanter le gouvernement tôt ou tard. Il doit montrer des signes de compromis et de flexibilité. Sinon, la campagne de pression maximale reprendra et exercera à nouveau sa pression mortelle sur l'Iran. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple iranien, qui a tant souffert ces dernières semaines et qui a besoin d'un soulagement majeur. Les conservateurs au pouvoir, qui sont enhardis par cette guerre, et vous savez, il y a eu un transfert de pouvoir de Khamenei vers les gardiens de la révolution pendant la guerre, se retrouvent également face à un dilemme, car cette guerre et l'état d'urgence qu'elle a créé sont contre-productifs pour les intérêts réformistes. À court terme, vous savez, cela permet aux partisans de la ligne dure d'imposer leur agenda. Mais avec le temps, les anciens problèmes referont surface. L'euphorie actuelle du nationalisme s'estompera et les questions difficiles de survie économique et de progrès redeviendront prioritaires. Le gouvernement iranien, dirigé par le président Pezeshkian, est en quelque sorte en désaccord avec ses partisans de la ligne dure. Cette division factionnelle entre les deux camps va probablement se poursuivre et nous verrons comment ils parviendront à interagir et à trouver les compromis nécessaires. Lorsque Israël a lancé une attaque surprise contre l'Iran, le principal argument qui a émergé était que si vous vous y opposez ou la critiquez, alors vous êtes anti-israélien ou même antisémite. Mais si l'on regarde les conséquences de cette attaque, comme vous l'avez dit, avec l'Iran capable de tenir tête à Israël, il en ressort quelque peu renforcé, tandis qu'Israël apparaît beaucoup plus affaibli, notamment en ce qui concerne son dôme de fer et ses défenses. Si l'intention était de créer des divisions au sein de la société iranienne, je pense que cela a en réalité apporté plus d'unité et aussi du soutien au gouvernement. La position de Netanyahou s'en trouve affaiblie. Je pense que l'économie israélienne va souffrir non seulement des dégâts causés à ses infrastructures et à ses raffineries de pétrole, mais aussi de l'exode de nombreux jeunes talents qui ont quitté le pays. Bien sûr, on peut aussi évoquer le déclin du contrôle des armements et du droit international. Globalement, on nous apprend souvent à raisonner en termes de soutien à un camp ou à l'autre. Et ensuite, il faudrait encourager l'un ou l'autre, comme lors d'un match de football. C'est très étrange. Et il est très difficile de convaincre qui que ce soit que cette guerre contre l'Iran a été bénéfique pour Israël. Mais je voulais ramener la discussion à la question nucléaire. Comment réagiriez-vous à ce que vous venez de dire? Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que le gouvernement israélien est en grande difficulté. Netanyahou n'a survécu qu'avec 2 voix d'avance, seulement quelques jours avant le début de la guerre. Donc il dispose d'une coalition très fragile, et les voix de mécontentement qui avaient été étouffées en raison de la situation d'urgence liée à la guerre vont ressurgir. Des questions difficiles seront posées. Si l'intention d'Israël était de neutraliser la menace d'un Iran nucléaire,
cela aurait pu être fait de manière très pacifique, car l'Iran avait montré des preuves de sa volonté d'expédier une grande partie de son uranium enrichi à 60% et d'autoriser des inspections beaucoup plus intrusives, etc. Israël a donc payé un prix énorme, militairement et autrement, avec les pertes civiles et autres. Pourquoi? Qu'a-t-il gagné? Quelques mois de retard dans le programme iranien et un Iran tellement en colère qu'il devient désormais plus secret, expulsant l'AIEA, mettront probablement de côté ses hésitations quant à l'acquisition de la bombe nucléaire. Donc, d'énormes et graves erreurs de la part de Netanyahou, qui pensait pouvoir rallier Trump à une invasion à grande échelle et à un changement de régime, etc. Ainsi, sans avoir atteint aucun de ses objectifs déclarés, je pense que la véritable crise, la crise politique, se trouve en Israël, pas en Iran, où les gens ne deviennent pas soudainement de nouveaux adorateurs de Khamenei. Au contraire, il y a un culte de la personnalité renforcé en raison de la défiance rigide de Khamenei face aux ennemis envahisseurs. Même certaines classes moyennes laïques se rallient à nouveau au leadership de Khamenei. Donc, vous avez raison, le gouvernement iranien est renforcé. Mais encore une fois, la question est de savoir pour combien de temps. Parce que, vous savez, l'ampleur des dégâts n'a pas encore été pleinement évaluée. Et il me semble, d'après les plusieurs milliers de cibles qu'Israël a frappées, non seulement des cibles militaires, mais aussi des infrastructures, des réseaux électriques civils, des dépôts de gaz et de pétrole, et ainsi de suite, que l'économie iranienne est en grande difficulté. Et si les conservateurs obtiennent gain de cause et qu'ils provoquent Trump et qu'ils ne relâchent pas les sanctions, il est difficile de voir comment le gouvernement iranien pourra réussir à faire face à ce qui semble être une destruction très étendue et avec elle, une crise économique. Il y a donc beaucoup de questions sans réponse. Et vous savez, la situation sécuritaire est également très chaotique, car les Iraniens ont arrêté environ 700 agents du Mossad en Iran et en ont exécuté quelques-uns. Cela montre que les frontières de l'Iran sont perforées, qu'elles peuvent être pénétrées par l'adversaire et qu'il leur faudrait se placer en état d'urgence, voire en état de siège, pendant un certain temps, afin de rétablir la sécurité intérieure. Et cela ne correspond pas aux aspirations démocratiques des classes moyennes, etc. Mais cet état d'urgence risque probablement de se prolonger tant que nous aurons un cessez-le-feu non concluant et la possibilité d'une reprise du conflit entre les deux parties. Je sais que la population vieillit un peu, mais malgré tout, avec une population relativement jeune et un taux de chômage élevé, j'imagine que les problèmes économiques croissants pourraient être assez perturbateurs. Mais je voulais te demander ce qui s'est passé avec la politique américaine pendant la guerre. Parce qu'au début, les États-Unis ont essayé de faire croire qu'Israël agissait seul. Puis Trump est intervenu et a presque fanfaronné en disant qu'il avait donné son feu vert à toute l'opération. Ensuite, il a intensifié la situation, est intervenu et bien sûr a attaqué directement l'Iran. Il a déclaré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, que seule une reddition inconditionnelle de Téhéran mettrait fin à ce conflit. Et puis, rapidement, tout s'est terminé. Il a appelé à un cessez-le-feu. Il a même réprimandé les Israéliens pour avoir largué trop de bombes avant le cessez-le-feu. Et maintenant, il a déclaré la victoire et souhaite que toute cette affaire soit oubliée. Comment expliquez-vous ce revirement à Washington? Parce que, étant donné que cette guerre n'a duré que 12 jours, elle a connu de nombreux rebondissements, presque au jour le jour. Était-ce simplement basé sur la mauvaise supposition que l'Iran pourrait être vaincu plus facilement et qu'il a changé d'avis? Ou comment expliquez-vous ce changement? Oui, c'est une guerre très étrange pour ceux qui la regardent. Comment expliquer
la position des États-Unis. How can you explain the US position? Well, I think that this is one of those cases. Eh bien, je pense que c'est l'un de ces cas où notre conclusion doit attendre le passage du temps et l'apparition d'informations plus concrètes sur ce qui s'est réellement passé. Nous pouvons cependant formuler quelques hypothèses provisoires et prudentes à ce sujet. La rapidité avec laquelle Trump s'est contredit et a oscillé d'une position à l'autre a été tout à fait stupéfiante et surprenante. Cependant, il est désormais assez clair qu'il y avait les règles de la diplomatie et son utilité comme outil de tromperie afin de servir de catalyseur à l'attaque surprise israélienne contre l'Iran. Et maintenant, nous savons qu'il y a eu une grande participation des États-Unis, facilitant cette attaque avec son personnel en Israël, l'implication de la CIA et bien d'autres choses que nous ignorons encore, mais que l'on peut raisonnablement supposer faire partie du puzzle. Si vous regardez la carte et toutes les pièces du puzzle, il en manque tellement. Mais celles qui s'assemblent pointent toutes dans une même direction. La complicité des États-Unis et d'Israël en tant que partenaires dans le lancement de cette attaque, puis l'implication progressive des États-Unis qui a été repoussée et inversée pour une raison ou une autre. L'une d'elles étant des erreurs de calcul militaire et stratégique concernant la capacité de l'Iran, les menaces pour l'économie mondiale, etc., posées par la capacité de l'Iran à bloquer le détroit d'Ormuz et à frapper les dépôts de pétrole des alliés américains dans la région, ainsi que tous ces autres éléments de dissuasion dont l'Iran a joué lorsque les États-Unis sont intervenus. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle les États-Unis ont reculé devant une confrontation à grande échelle avec l'Iran. Ce n'était pas un acte de clémence ou un revirement de Trump, mais plutôt, vous savez, un calcul froid des intérêts stratégiques américains et de l'ampleur des dégâts qui auraient pu être infligés à ses actifs navals à cause des missiles antinavires iraniens, des sous-marins de poche et d'autres capacités navales. Cela fait écho à une étude de guerre menée il y a plusieurs années, presque 10 ans, qui avait conclu que, dans le cas d'une confrontation entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe Persique, environ 16 navires de guerre américains seraient coulés par l'Iran. Et on peut parier que ce chiffre serait bien plus élevé aujourd'hui en raison de la puissance navale de l'Iran. Je pense donc que cet élément dissuasif, associé à certaines ambiguïtés du côté des États-Unis concernant, vous savez, pourquoi nous nous engageons là-dedans et quel est notre objectif final, ne correspondait pas entièrement aux ambitions régionales de Netanyahou. Je pense donc que ce manque d'adéquation et d'harmonie entre les États-Unis et Israël a également été un facteur important. On le voit dans les actions ultérieures de Trump. Il a réprimandé Israël, lui a ordonné de cesser ses attaques contre l'Iran et a fait des gestes amicaux envers l'Iran. Parce qu'il me semble que Trump, vous savez, est un élève du pouvoir. Et cette guerre a été pour lui un processus d'apprentissage. Il a commencé par faire l'éloge d'Israël et a fini par faire l'éloge de l'Iran. Vous savez, c'est un revirement très soudain. Et vous savez, il y a quelques jours à peine, il parlait de la dévastation causée par les attaques de missiles iraniennes contre Israël, des dégâts qu'elles ont provoqués. Et vous savez, cela contrastait fortement avec son évaluation précédente, selon laquelle Israël s'en sortait très bien, que vous savez, l'Iran devrait jeter l'éponge et se rendre, sinon il serait détruit et il ne resterait rien. Donc tout cela a été balayé quelques jours après le début de la guerre, quand l'Iran a commencé à riposter, à pénétrer le dôme de fer et à semer un sérieux chaos dans les villes israéliennes. Et puis, je pense que Trump a pris conscience de la réalité. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait.
il a désormais une appréciation renouvelée, voire nouvelle, de la puissance iranienne qu'il n'avait pas il y a 2 semaines. C'est donc l'un des changements majeurs de cette guerre. Trump, ainsi que d'autres dirigeants occidentaux qui soutenaient Israël et pensaient qu'il y aurait une nouvelle guerre de 1967, une victoire rapide d'Israël, l'affirmation de sa supériorité militaire, la domination de l'espace aérien iranien, etc. Eh bien, au final, tout cela s'est évaporé. Et nous nous sommes retrouvés, comme je l'ai dit, avec essentiellement un match nul et l'effondrement du mythe de l'invincibilité militaire d'Israël. C'est l'un des résultats nets de cette guerre qui hantera Israël pendant des années. Cela semble être un bon résultat pour l'Iran, étant donné qu'une grande partie de sa stratégie de sécurité semble reposer sur la dissuasion, c'est-à-dire dissuader les attaques, mais aussi, en cas d'attaque, être capable de riposter suffisamment fort. Mais est-ce aussi la stratégie de sa politique nucléaire, c'est-à-dire l'enrichissement élevé? Car l'argument habituel contre l'Iran est « Pourquoi a-t-il besoin de niveaux d'enrichissement d'uranium aussi élevés s'il ne prévoit pas de fabriquer une bombe ?» Mais le contre-argument que j'ai souvent entendu, également à Téhéran d'ailleurs, était que justement ils ont besoin d'un enrichissement élevé parce qu'être un État du seuil constitue en soi une forme de dissuasion. C'est-à-dire, vous savez, nous n'avons pas d'armes nucléaires, donc il n'y a rien à craindre. Mais si vous nous menacez, nous avons cette possibilité. Donc encore une fois, rester dans les limites légales du traité de non-prolifération, mais tout de même adresser un avertissement aux pays qui chercheraient à l'affaiblir ou à le détruire. Ou bien, voyez-vous la stratégie nucléaire de l'Iran différemment? Eh bien, je vois les choses un peu différemment. Vous savez, l'explication officielle iranienne a été qu'il existe des usages médicaux pour l'enrichissement à 60%, pour des isotopes médicaux, de l'imagerie, etc. Je pense aussi que l'Iran avait en tête les négociations nucléaires et voulait utiliser le 60% comme levier pour obtenir une levée des sanctions. Parce que plus la menace est grande, plus l'autre camp est prêt à faire des concessions. Donc, du point de vue iranien, cela était logique et avait du sens, malgré l'ampleur des sanctions américaines et occidentales à son encontre. Mais il y avait aussi, comme vous l'avez dit, cette autre dimension liée à la puissance nucléaire latente, tout comme le Japon, le Brésil ou d'autres pays. Et les Iraniens ont joué avec cette idée de manière explicite. Vous savez, à travers divers anciens responsables, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Karazi, entre autres. Ce qui, à mon avis, n'était pas très judicieux, car le résultat net a été disproportionnellement contraire aux intérêts de l'Iran. Personnellement, j'ai toujours été opposé à cette notion selon laquelle l'Iran doit contrebalancer Israël sur le plan nucléaire. J'ai toujours soutenu, dans mes livres et articles, qu'Israël est un État hors de la région. Il n'est pas vraiment pertinent pour les intérêts nationaux de l'Iran. Et c'est en fait contre-productif pour l'intérêt national iranien de constamment provoquer Israël, et d'utiliser ses proxys pour attaquer Israël. Cela revient essentiellement à se créer un ennemi puissant. Donc c'est l'une de mes craintes aujourd'hui, que nous ayons cette guerre malheureuse entre les deux camps, que cette animosité envers Israël soit profondément institutionnalisée sur le long terme. Cela ne correspond pas aux intérêts de sécurité nationale de l'Iran. J'espérais que nous pourrions parvenir à un certain type d'accord nucléaire, à un désengagement ou un détachement progressif de l'Iran du conflit arabo-israélien, et à ce que l'Iran concentre son attention sur sa région immédiate. L'Iran compte une quinzaine de voisins ou de pays proches. Israël n'en fait pas partie. La priorité devrait être donnée à la régionalisation, au développement économique et au progrès. Malheureusement, tout cela a été balayé à cause de ce conflit, qui recentre une fois de plus l'importance d'Israël
dans la vision de la sécurité nationale de l'Iran pour les années à venir. C'est donc une évolution très négative qui, à mon avis, ne correspond pas aux intérêts nationaux fondamentaux de l'Iran. Eh bien, je suppose que cela m'amène à ma dernière question. Je sais que les universitaires n'aiment pas regarder dans leur boule de cristal et prédire l'avenir. Mais à quoi vous attendez-vous maintenant? Que pouvons-nous attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois? Vous avez dit que vous ne vous attendiez pas à une guerre à grande échelle. D'un autre côté, cela a été, dans une certaine mesure, difficile et humiliant pour Israël. Et c'était aussi la seule occasion d'éliminer l'Iran. Le conflit va-t-il donc continuer à couvert de manière plus discrète ou va-t-il se poursuivre davantage par l'intermédiaire de groupes alliés? Parce que la question de Gaza n'est pas résolue. Le Yémen n'est pas résolu. Le Liban, la Syrie, il y a beaucoup de zones potentielles de conflit. Alors, que voyez-vous se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Eh bien, il est difficile de prévoir, car nous sommes dans une situation très imprévisible et fluide, avec des couches de complexité qui s'ajoutent à ce climat d'incertitude. Si je devais faire une supposition, je dirais que nous ne verrons pas la reprise d'un conflit ouvert entre l'Iran et Israël de sitôt, ni l'émergence d'une paix durable. Ainsi, le statu quo actuel, très fragile et épineux, risque de perdurer quelque temps, et il évoluera probablement vers des conflits de moindre envergure, via, vous savez, des groupes par procuration, des opérations spéciales, etc. Mais j'ai le sentiment que les deux pays sont épuisés, et qu'il leur faudra un certain temps avant de pouvoir se préparer à une nouvelle confrontation d'une telle ampleur. Beaucoup dépend du rôle catalyseur d'autres puissances, principalement les États-Unis, pour instaurer une paix durable et jouer les médiateurs. Mais il faudrait vraiment une approche équilibrée envers les deux pays, au lieu de prendre parti pour l'un et de tenter d'intimider l'autre pour le soumettre. Si le président Trump agit avec sagesse, il maintiendra cet équilibre afin d'éviter la reprise du conflit, d'encourager la désescalade et de promouvoir des mesures de confiance qui favoriseraient un environnement régional plus stable et paisible. Oui, eh bien, il semble maintenant que si les deux pays se concentrent sur leurs intérêts nationaux, il y aurait un intérêt mutuel à calmer la situation. J'ai d'ailleurs entendu le même argument de la part d'un ancien directeur du Mossad, son nom m'échappe, qui disait, après que les Chinois aient poussé à la paix ou à l'amélioration des relations entre les Saoudiens et l'Iran, que si les Arabes ne sont plus anti-iraniens, pourquoi devrions-nous l'être? Quelles sont nos véritables divergences avec l'Iran qui ne pourraient pas être surmontées? J'imagine que si les deux pays arrêtaient de se focaliser l'un sur l'autre et évitaient aussi ces conflits par procuration, il pourrait y avoir un peu d'espoir. Pas maintenant, à cause de tous les meurtres et tout le reste, vous savez. C'est donc un environnement très chargé émotionnellement qui brouille la vision objective de l'intérêt national, et ainsi de suite. Je suis d'accord. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de vous poser des questions pendant 1 heure. J'espère que vous pourrez revenir bientôt dans l'émission. Merci. Merci de m'avoir invité. Thank you for having me.